Mercredi 15 janvier 2020. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous du journal en français. Les titres avant de commencer ce journal. La gestion des monuments au Burundi devrait être orientée vers une réconciliation des Burundais. Les deux parties, celle de la CVR et les psychologues, convergent sur cette idée. Vous aurez les détails dans ce journal. Il faut chercher à adapter la politique du Burundi aux moments actuels. C'est après le constat de l'organisation Gradis qui estime que seuls les Burundais s'adaptent sans aucun changement dans la politique du pays. Les enseignants qui violent les écoliers devraient être sévèrement châtiés dans le but de protéger les enfants. Vous aurez l'avis d'un psychologue sur les mesures à prendre pour protéger les enfants. Dans un instant, le développement de ce journal. Rebonjour, aujourd'hui c'est le 86e jour d'emprisonnement des 4 reporters du journal Iwachu, Kamikaze Christine, Ndirubusa Agnès, Moses Terrence et Adelmana Egide ont été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils se rendaient à Musigati de la province de Bubanza où se déroulaient des affrontements entre les rebelles et les forces de l'ordre. Le ministère public a requis contre eux une peine d'emprisonnement de 15 ans, les accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le jugement du tribunal a été mis en délibéré pour un mois. Le sort de nos confrères et les chauffeurs sera connu avant la fin de ce mois de janvier. L'implantation des monuments sur les différents événements semble à du Burundi, non pas la mission de réconcilier les Burundais comme l'affirme la Commission Vérité et Réconciliation. Quant aux psychologues, ces monuments viennent plutôt pour attiser la haine ethnique via ces monuments. La seule solution pour résoudre la crise burundaise, c'est une justice équitable qui pourrait trancher et redresser la société en abolissant l'esprit d'impunité et de vengeance. Thierry Bigrindavi pour les détails. Le président de la commission sévère, Pierre-Claver Ndayicariye, a reconnu devant les deux chambres du Parlement qu'il y a des monuments érigés dans les différents coins du pays qui ne sont pas de nature à réconcilier le peuple burundais, des monuments qui montrent à suffisance que les Burundais ne font pas une même lecture de l'histoire de leur pays. Le président de la sévère a donné l'exemple du monument d'Ogitega, un monument construit par le pouvoir pendant la période électorale de 2010. Ceux qui ont construit le monument d'Ogitega que j'ai évoqué l'ont fait en 2010. C'était pendant la période électorale. Le porte-parole du gouvernement d'alors a dit que c'est le monument prévu dans les accords d'Arusha. Comme nous traitons tous les dossiers dans la commission sévère, il viendra un moment où nous allons nous prononcer sur la signification du monument d'Ogitega. Sur ce monument, il y a une arme pointée vers le haut. Ceux qui ont fait l'armée nous ont dit qu'une arme pointée vers le haut est un symbole d'une guerre qui continue. Le symbole de la fin de la guerre est une arme qui est pointée vers le bas. Les experts nous ont expliqué que le jour où les gens seront réconciliés au Burundi, sur ce monument, l'arme sera pointée vers le bas. Pour Jean Bosco Nijimbele, un psychologue, ceux qui construisent ces monuments ne font que remuer le couteau dans les plaies encore saignantes des victimes. Pour ce psychologue, seule la justice peut alléger la souffrance des victimes des différentes crises cycliques que connaît notre pays. Ces monuments n'ont aucun rôle dans la construction d'un tissu social burundais. Ils ne peuvent pas participer dans la réconciliation. Au contraire, ils peuvent blesser les victimes des crimes répétitifs qui ont été commis au Burundi, d'une part. D'autre part, ils peuvent renaître le virus de l'idéologie ethnique, de la division, de la haine ethnique qui s'est enracinée depuis longtemps au Burundi. Vous savez que le Burundi a traversé pendant longtemps une crise basée sur la haine ethnique. Les Burundais sont divisés. Si les victimes passent à côté, ça les blesse. Donc, pour que les monuments jouent un rôle important dans la réconciliation des Burundais, il faut d'abord qu'il y ait une justice équitable pour réprimer ces crimes répétitifs qui ont été commis au Burundi.
c'est la première chose qui pourrait consoler les victimes d'abord, et après, donc, pour qu'il y ait plus jamais ça. Oui. Donc c'est le gouvernement qui devrait jouer ce rôle. Ce n'est pas n'importe qui pouvait se réveiller et dire je vais construire un monument. Donc ça entre dans la politique du pays. L'accord de paix d'Arusha de 2000 avait prévu la construction d'un monument unique au niveau national, provincial et communal pour tous les Burundais victimes de différentes crises qui ont endeuillé le Burundi, ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Merci à mon collègue Thierry. Il faut qu'il y ait un changement de la politique au Burundi puisqu'il s'observe qu'il y a un changement de la personnalité. Il y a la même politique. Cette analyse est de Christophe Sebudandi, directeur exécutif du groupe de recherche et d'appui au développement d'initiatives de démocratie dans la région des Grands Lacs, après les recherches qu'il a menées au camp des réfugiés des Burundais. Il dit également que les réfugiés d'aujourd'hui sont d'ethnies confondues, ce qui n'était pas le cas aux années antérieures. Christophe Sebudandi. Le système politique au Burundi n'a que légèrement changé depuis l'indépendance de ce pays et que on a vu uniquement les acteurs changer, mais le système politique reste le même. Alors il préconise qu'on change non seulement les danseurs, mais aussi la mélodie, c'est-à-dire la façon de diriger ce pays. La particularité, c'est que dans les crises antérieures, ce sont surtout les Hutus qui prenaient le chemin de l'exil et le pays était à l'époque gouverné par des dirigeants Tutsis. Alors on voit maintenant dans la vague de 2015 des réfugiés de toutes les ethnies du Burundi, c'est-à-dire des Tutsis, des Hutus et des Tutsis. C'est-à-dire, ça montre la double dimension politique et ethnique du conflit actuel. Nous poursuivons notre journal. Le gouvernement du Burundi a annoncé que le programme alimentaire mondial n'utilise pas seulement son capital pour nourrir les enfants écoliers, mais que le gouvernement lui aussi a donné sa contribution d'une valeur très importante. C'est ce que dit Janvier Ndirahisha, ministre de l'Éducation. C'était ce mardi dans la province d'Ongozi. Janvier Ndirahisha profite de cette occasion pour prodiguer des conseils aux enseignants qui violent les élèves. Suivez Janvier Ndirahisha et les ministres de l'Éducation nationale du Burundi. Je vous conseille de ne pas continuer à dire que c'est le PAM qui nourrit les enfants écoliers lui seul, mais le gouvernement du Burundi, lui aussi, a donné sa contribution d'une valeur très importante. Malgré que les écoles sont nombreuses, on fera le tout progressivement pour que nos enfants de notre pays puissent continuer à être bien nourris. Je voudrais rappeler que l'éducation de base est une chose inévitable. Dans cette éducation de base, les enseignants y tiennent place, ainsi que les enseignants qui sont mal conduits, qui violent les écoliers. Je donne le même message partout où je passe, que les enseignants doivent changer ce comportement. Chez les enseignants, mettez-vous à la place de ces parents qui, les enfants, sont violés. Quelle sera votre réaction? C'est pour cela qu'on a voulu que cette année, il n'y aurait aucun écolier qui abandonnera ses études sous un quelconque prétexte. Et par rapport au cas de viol dans les établissements scolaires commis par les enseignants, Jean Bosco Nijimbere, psychologue, indique que l'enseignant devient un parent quand il donne son cours, qu'il est donc impensable comment il arrive à violer son enfant. Il demande à l'autorité du ministère de prendre des dispositions nécessaires de nature à protéger l'enfant. Jean Bosco Nijimbere, il est enseignant et psychologue. D'abord, un enseignant, à l'école, il est dans la place des parents. Il est dans la place des parents. Il joue le rôle d'éducateur et de formateur. Il donne les connaissances, mais aussi il doit participer dans la construction de la personnalité de ses éduqués. Donc, si lui-même il arrive à penser à commettre des crimes comme ça, en violant les enfants, en entraînant les enfants dans la prostitution, je dirais, je pense que l'enseignant a déjà perdu l'image de lui-même. Il manque quelque chose à lui. Donc, lui-même devrait être traité particulièrement,
Pour moi, je demanderai à la ministre de l'Éducation de les révoquer parce qu'ils ont échoué à leur mission. Et dans le domaine de la sécurité, la police nationale du Burundi dit avoir retrouvé un enfant qui venait de passer 6 jours sans ses nouvelles. Il avait été kidnappé par une jeune fille pour tromper son copain dans le but de bénéficier d'héritage. Pierre Nkurikiye décrit le parcours qui a conduit à cette réussite de la police du Burundi. Le bébé que vous voyez ici, âgé de moins de 3 mois, a été retrouvé par la police après 6 jours de disparition. Il avait été volé par une criminelle qui a été appréhendée également par la police. Et c'était le 4 janvier à Kamenge, ici à la mairie de Bujumbura, quand cette criminelle, se faisant comme quelqu'un qui cherche où loger pour cette nuit-là, a profité de la nuit pour pouvoir voler ce bébé. Et puis, elle a essayé de partir avec, mais immédiatement après la disparition de ce bébé, les parents que vous voyez ici, la maman et le papa, se sont immédiatement adressés à la police. Et la police a immédiatement commencé les enquêtes. Et grâce à la collaboration de la police avec ses partenaires de sécurité, le bébé a été retrouvé 6 jours après, donc le 10 janvier. Et la femme a été poursuivie par la police et avec ses partenaires. Partout où elle est passée à Nyanzalak, à Rumonge, jusqu'à ce qu'elle voit qu'elle ne peut plus partir avec le bébé. Et puis elle est revenue à Kamenge, tout près de là où elle avait volé l'enfant. Et il a déposé l'enfant tout près d'un robinet. Et l'enfant alors a été récupéré par l'administration locale. Elle dit qu'elle avait volé l'enfant parce qu'elle voulait la présenter à son amant pour lui dire qu'elle a eu un enfant afin que l'amant puisse lui faire une part des biens. Donc c'est une explication qui n'est pas convaincante et sur laquelle les enquêteurs vont continuer à leur travail. Et à l'étranger, 9 Rwandais ont été rapatriés la semaine dernière, mais la plupart étaient emprisonnés en Ouganda pendant plus de 3 ans. Ils ont été remis au Rwanda à Gatuna, à la frontière rwando-ougandaise, après la libération par la cour militaire de Makindye. C'était mardi de la semaine dernière où Aeneza Gilbert, l'une des personnes qui ont été torturées, reçoit des soins à l'hôpital militaire de Kanombe. Il affirme qu'il a été enlevé à son travail avant qu'il ne soit amené à la prison sous de fausses accusations qu'il détenait un fusil à son domicile. Suivez son témoignage. Nous travaillons en Ouganda, à Mbarara. C'est là où nous travaillons avec mon ami. Les militaires sont venus et ils nous ont conduits dans un endroit que nous ne connaissons pas avec tous nos biens. Après, nous leur avons demandé « Pourquoi vous nous amenez ici ?» Ils nous ont répondu que nous allons connaître la vérité quand nous serons dans le camp militaire. Ils nous ont d'abord conduits là où nous habitons pour fouiller nos maisons. Ils nous accusaient que nous sommes des militaires rwandais. Quand nous avons arrivé dans le camp militaire, nous étions bandés au visage. Nous avons arrivé dans un endroit de correction. On s'est agenouillé là-bas, étant ligoté les bras et les jambes. Nous nous sommes agenouillés et puis nous avons allongé les jambes. Dans cet endroit, il y avait un gros trou. Ceux qui se trouvent à l'intérieur du trou te tirent et ceux qui se trouvent à l'extérieur te bousculent à entrer dans le trou. Tu tombes dans un trou comme un sac. Quand je suis arrivé dans ce trou, j'ai été battu encore par les gens que j'ai trouvés dans ce trou. Ils nous demandaient là où nous avons caché les armes et les autres gens que nous travaillons ensemble. Vers 21h, ils nous ont amenés à Mbarara dans le quartier appelé Makenke. Quand nous avons arrivé à Makenke, ils nous ont bousculés dans la rue, goudronnés, étant ligotés les bras et les jambes et les yeux bandés, sans oublier les coups de pied qu'ils nous donnaient. Maintenant, nous avons des grands problèmes. Par exemple, moi, quand je veux faire un petit besoin, ça me demande de prendre au moins 30 minutes. Mais aussi, je dois d'abord m'asseoir. binsaba kubanza nafata igihe nk'iminota 30 kandi bikansaba kubanza nicara.
Restons toujours au Rwanda voisin. L'hôpital Roi Faisal SO mesure aux hôpitaux de standards internationaux. Cela via les innovations de ces services qui nécessitaient auparavant le transfert à l'étranger. C'est entre autres l'opération cardiaque et le remplacement des reins. Dr Kalimba Edgar, le directeur de l'hôpital, indique que dans un premier temps, ils vont travailler avec les médecins étrangers qui pourront entraîner les médecins rwandais afin de faire les propres opérations. Suivez. En rapport avec l'opération cardiaque, on a déjà commencé ça. Nous avons des cardiologues du premier soin et les cardiologues qui font des opérations cardiaques. Nous avons eu Dr Moussoni Maurice, c'est le premier cardiologue. Avant d'arriver ici à l'hôpital, quand il était encore étudiant en Afrique du Sud, c'était des cardiologues étrangers qui faisaient des opérations ici pendant quelques mois. Mais maintenant, nous avons un cardiologue permanent qui est en temps plein et qui fait des opérations cardiaques, mais en rapport avec les opérations cardiaques, c'est plus complexe. Ça demande qu'on cherche assez de matériel suffisant, un système, donc c'est une étape par étape. Les docteurs que nous avons ne sont pas nombreux. Nous continuons à chercher d'autres cardiologues, mais nous avons les cardiologues du premier soin. Concernant l'opération des reins, nous avons des internistes du premier soin, mais nous n'avons pas de urologue. Donc, quand nous avons commencé ce projet, ça permet qu'on commence à demander l'appui des docteurs qui viennent de l'extérieur en attendant que nos docteurs font des stages. L'objectif est qu'entre 2 ou 3 ans, nous serons capables, nous les Rwandais, à faire ces opérations. Premièrement, je vais vous expliquer le programme de Transplant. Ce n'est pas pour cette année, il est dans le plan stratégique de ces 5 ans. Nous voulons qu'on arrive à ce programme coûte que coûte. Maintenant, le prix sera inférieur au prix que le patient paie quand il va se faire soigner à l'étranger. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette nouvelle à l'étranger que je mets un point final. Merci de nous avoir suivis. Au prochain rendez-vous.